basically the way your heart pumps out, I was at 30. You know, I was in heart failure. Wow. When they got inside, I basically had a 99% blockage in my left anterior descending artery, which is what they call the widowmaker. Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc, et dans cette vidéo, on va parler d'un catcheur Triple H qui est une des têtes d'affiche de la WWE et qui a récemment été opéré d'un pontage suite à une crise cardiaque. L'événement date de septembre 2021, mais à l'époque, en fait, on a vu assez peu d'infos. On avait simplement su qu'il s'agissait d'un malaise et qu'il avait eu une petite intervention au niveau du cœur. Et il est récemment sorti de ce silence médiatique, en fait, pour dévoiler en détail ce qui lui était arrivé, donc quelque chose d'assez grave, mais surtout qu'il mettait un terme à sa carrière. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, vous le savez maintenant, un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne, mais surtout le pouce bleu permet de renforcer les différents muscles de votre corps. Et comme vous le savez, le muscle le plus important, c'est le muscle cardiaque. Donc un pouce bleu sera bon pour votre santé. Je pense que ce n'est plus à prouver. Dans cette vidéo, on va donc parler de Triple H, générique. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas et pour le présenter brièvement, Triple H c'est un des catcheurs américains qui fait partie des têtes d'affiche de la WWE, donc c'est la plus grosse fédération du catch américain mais aussi mondiale. Et même si actuellement il n'est plus vraiment sur le devant de la scène puisqu'il a 52 ans, il a eu 30 ans d'activité au sein de cette fédération, mais à l'époque, dans les années 2000 et 2010, il partageait la tête d'affiche avec les autres grands noms du catch, notamment The Rock, John Cena, etc. Comme vous pouvez le voir grâce à la post-production et au montage, personnellement je pense que j'ai pas honte de le dire, ce sont mes vidéos parmi les montages les plus aboutis du Fit Game. Vous pouvez voir sur les photos qu'il a un gabarit qui est impressionnant, comme à peu près tous les catcheurs, mais ça reste un physique de colosse en fait, 1m91 pour environ 120 kg selon les statistiques officielles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette vidéo va faire écho en fait à une des précédentes où je commentais en fait les propos de Dan Bilzerian sur The Rock qui avait dit que entre le mode de vie et le gabarit de The Rock, s'il ne changeait pas, il n'allait pas faire de vieux os. Et en fait là on a peut-être une illustration de ce que va devenir The Rock. Alors le débat reste ouvert, mais c'est vrai que les problèmes cardiaques chez les sportifs de haut niveau, mais surtout les sportifs en fait de force et ceux qui ont un gabarit assez imposant, ce n'est pas forcément quelque chose d'étonnant et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans son histoire, tout commence par ce qu'il appelle être une pneumonie virale. En pratique, j'en déduis qu'il a eu d'abord des difficultés respiratoires et sa première hypothèse c'est de se dire j'ai dû avoir une grippe ou je dois avoir une infection au niveau des poumons, puisque dans les problèmes respiratoires, la première chose à laquelle on pense c'est d'abord les problèmes au niveau des poumons. On ne pense pas forcément que ça vient du cœur et pourtant quand il se rend chez son médecin, on lui annonce qu'en fait c'est surtout de l'eau au niveau des poumons. Cette eau au niveau des poumons, ça s'appelle de l'œdème pulmonaire et en fait c'est tout simplement le reflet d'une dysfonction au niveau du cœur. Pour résumer très rapidement la physiopathologie, quand le cœur se contracte moins bien, il a du mal à éjecter le sang et il va y avoir une surpression au niveau des cavités cardiaques. Cette surpression, en fait, elle vient tout simplement de l'accumulation de liquide qui a du mal à être éjecté quand le muscle se contracte moins bien. Et plus il va y avoir de pression au niveau des cavités cardiaques, et plus la pression en fait va retentir ou en tout cas va se transmettre au niveau de la circulation pulmonaire en fait qui est juste avant le cœur, en fait le cœur gauche. Et cette surpression au niveau des vaisseaux pulmonaires et notamment des capillaires va faire qu'en fait il va y avoir par excès de pression une fuite de l'eau depuis les capillaires vers l'intérieur des poumons, donc les alvéoles pulmonaires, et cette eau qui va filtrer va progressivement remplir les poumons. Et donc ça fait que finalement les personnes qui ont de l'eau dans les poumons vont respirer moins bien parce que quand vous avez de l'eau dans les poumons, imaginez une noyade, sauf que le mécanisme d'arrivée de l'eau n'est pas le même, l'échange entre l'oxygène et le sang se fait moins bien et du coup vous avez de grosses difficultés respiratoires. La première chose à faire quand on a de l'eau dans les poumons, c'est de rechercher la cause de cette eau et notamment quelle est la maladie cardiaque sous-jacente. Donc on fait une échographie du cœur et cette échographie va permettre de déterminer si le muscle a une dysfonction ou pas. En gros, c'est ce qu'il appelle, et c'est ce qu'on appelle en fait en cardiologie, la fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est-à-dire que votre ventricule gauche c'est un muscle et quand il se contracte, il va permettre d'éjecter une partie du sang qu'il contient et donc la fraction d'éjection c'est tout simplement en fait le pourcentage
de liquide, du volume en fait qui a été éjecté à chaque contraction. Donc pour une normale à environ 55-60%, et bien lui il n'était passé que à 30%. Ça veut dire en pratique que son cœur ne fonctionnait plus qu'à la moitié de ce qu'il devrait fonctionner. Cette dysfonction du cœur, elle doit ensuite être explorée, c'est-à-dire qu'il faut rechercher la cause de l'altération de contraction et savoir en fait pourquoi est-ce que le cœur se contracte moins bien, puisque différentes maladies du cœur peuvent aboutir à ce déficit, à ce défaut de contraction. Et chez lui, c'est ce qu'il nous raconte, il était en train de faire une crise cardiaque, c'est-à-dire que l'anomalie en fait de contraction était liée à une artère du cœur en train de se boucher. C'est assez simple à comprendre, il y a plusieurs artères au niveau du cœur qui permettent d'apporter des nutriments, de l'oxygène, du glucose, etc. Tout ça pour assurer la contraction, comme n'importe quel muscle. Et si vous bouchez une ou plusieurs de ces artères, eh bien la perfusion et la contraction du cœur ne peut pas se faire normalement. Par analogie, imaginez que vous bouchez l'artère au niveau du bras, eh bien vous allez rapidement avoir des difficultés à contracter le biceps. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait par les techniques, petit clin d'œil, par les techniques d'occlusion qui permettent de mimer justement cet effet de privation de sang pour rendre l'exercice beaucoup plus difficile et permettre de diminuer la charge. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, c'est une technique d'occlusion au niveau du muscle cardiaque, sauf que naturellement, elle n'est pas réversible. Et si vos artères sont malades, eh bien le cœur va commencer à souffrir et à avoir une dysfonction. Et donc, on lui a fait une coronarographie, qui est un examen qui permet d'observer et de regarder précisément l'état des artères cardiaques, lesquelles sont bouchées, lesquelles sont malades, et ensuite il faut statuer pour savoir en fait comment réparer les artères au mieux. En pratique, on a deux techniques, on a soit des stents qui permettent dans la même technique que la coronarographie, qui permettent de déboucher les artères, ou alors il y a la deuxième technique qui s'appelle un pontage aorto-coronarien qui permet de faire une petite dérivation autour de l'artère bouchée pour en fait créer une voie accessoire. Pour résumer de façon assez visuelle et assez schématique, quand vous avez une artère bouchée, vous avez deux façons pour la rouvrir. C'est un peu comme une route. Soit vous vous dites, voilà, on va déboucher, on va passer à travers de l'obstacle et on va rouvrir la route. Ou alors, donc ça ce sont les stents, on passe dedans et puis par un petit ballon, puis ensuite une sorte de ressort, on rouvre l'artère par l'intérieur. Ou alors le chirurgien, c'est le pontage, il va se dire moi je vais construire une route accessoire pour dériver l'obstacle en fait et permettre au sang de passer autour de l'obstacle. En gros, vous créez une petite route accessoire qui va justement dériver la route principale que l'on va laisser boucher. Donc lui, il a dû être opéré d'un pontage, ce qui signe en pratique qu'il avait une atteinte au niveau des artères du cœur qui était assez sévère, puisque les pontages sont réservés aux maladies coronariennes qui touchent plusieurs vaisseaux ou alors qui sont trop difficiles à revasculariser par des stents, soit parce que ce sont des calcifications très importantes, soit parce que trop d'artères sont malades et que ça nécessiterait en fait d'avoir beaucoup de stents à poser, soit pour lui quand il y a une dysfonction du cœur et qu'on considère que pour permettre au cœur en fait de récupérer du mieux possible, la revascularisation quand plusieurs artères sont malades doit être maximale. Donc ce type d'opération nous signe en fait qu'il avait quand même une atteinte artérielle qui était à la fois sur plusieurs artères du cœur, mais surtout plus sévère qu'une personne qui a, entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, qui a simplement fait un infarctus ou qui avait simplement une artère malade qui a été débouchée, pour parler crûment, par un stent. Donc il est rentré dans la maladie de façon assez rapide, c'est-à-dire la séquence j'étouffe, je vais aux urgences, on me diagnostique une dysfonction du cœur, j'ai la coronarographie et on doit m'opérer en urgence puisque en fait j'ai les artères dans un état catastrophique. Tout ça pour dire que effectivement, c'est ce qu'il nous dit en fait dans son interview. Il dit voilà, je suis arrivé à l'hôpital et je me suis dit attends, là on va devoir m'opérer. Est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que c'est la fin de tout ce que j'ai construit? Est-ce que je vais laisser mes 3 enfants et ma femme veuve et orphelin? Donc ça va être quelque chose d'effectivement assez difficile et c'est ça que tout le monde raconte, et je le dis dans chaque vidéo, mais globalement la plupart des gens, et c'est ce que je vois quotidiennement à l'hôpital en fait, c'est tout ce qui va être l'annonce des maladies et le vécu des patients, et ça c'est extrêmement difficile, et je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir quand même une approche relativement dans la prévention pour ne pas minimiser les problèmes et ne pas se dire moi je vais faire vas-y on va foncer et puis on verra au moment voulu en gros adviendra que pourra, pour résumer de façon assez simple. Il faut toujours essayer de se dire ok,
il faut faire les choses qu'on aime, effectivement. Je dis pas qu'il faut vivre comme un moine et minimiser tous les facteurs de risque, mais globalement, la vie, ça doit être quand même un compromis entre le risque et le bénéfice attendu, et ne pas toujours se dire on verra plus tard ce qui va advenir, parce que le jour où on y est et le jour où vous devez subir en fait des interventions X ou Y parce que vous avez justement un peu négligé votre santé, négligé la prévention et accumulé finalement les facteurs de risque, et donc que vous arrivez dans des états qui sont graves, et à ce moment-là vous réalisez que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et que même si la médecine a énormément progressé, il y a toujours en fait un risque à chaque intervention, et les maladies vont de toute façon évoluer pour leur propre compte. Et ça veut dire qu'une fois que vous êtes opéré, une fois que vous avez, comme on va détailler juste après, mais un défibrillateur et tout ça, votre vie va radicalement changer. Et donc pour lui ce sera l'arrêt de sa carrière, mais j'ai envie de dire finalement c'est un moindre mal s'il peut sortir de son intervention et qu'il est en bonne santé et qu'il peut passer du temps avec ses enfants et sa femme et globalement sa famille, ses amis. En gros, que ça lui permet de revivre une vie normale, même si effectivement le sport de haut niveau après un pontage, très souvent c'est compromis. L'autre petite parenthèse, c'est à propos du défibrillateur, puisqu'il en parle, il dit voilà, maintenant j'ai aussi un défibrillateur et je risque de me faire choquer à tout moment si je remonte sur le ring. Le défibrillateur, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, mais dans son cas à lui, en fait, on implante un défibrillateur quand il y a une fraction d'éjection, donc c'est une capacité de contraction du cœur qui est inférieure à 35% dans les maladies coronaires, donc dans les problèmes artériels, parce qu'on sait que quand il y a une dysfonction de la contraction, en gros quand le cœur est dilaté et se contracte moins bien dans les maladies cardiaques qui sont d'origine artérielle, il y a un risque de trouble du rythme. Et j'en parle assez souvent dans les vidéos, mais les infarctus, une des principales complications qui va faire en fait que les gens meurent d'un infarctus, c'est tout ce qui va être trouble du rythme, donc tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire et ensuite l'arrêt cardiaque. Une autre petite parenthèse, mais ça fait quand même du bien de le rappeler, c'est que rappelez-vous que le sport de haut niveau, mais surtout tout ce qui va être sport de force, et on le voit parmi les sportifs, tous ceux qui ont des gabarits très impressionnants, en fait, ce n'est pas une balade de santé ni pour le corps, ni pour le cœur, parce que tout ce qui va être déjà le fait d'être, je le dis souvent, mais en surpoids ou avec un gros gabarit, même si c'est du muscle et même s'il est massif, finalement ça reste un gabarit important et une grosse masse en fait à alimenter pour le cœur, et donc ça force en fait le travail cardiaque. Donc le surpoids quel qu'il soit, muscle ou graisse, n'est jamais bon pour la santé. Bien sûr, c'est mieux quand c'est du muscle, et l'autre chose dont il faut se rappeler, c'est comment sont obtenus ces gabarits. Et alors souvent on me le dit, voilà, les compléments alimentaires avec de gros guillemets, mais on n'atteint pas 1m90 et 120 kg secs, donc les gabarits de The Rock, John Cena ou Triple H, avec simplement un peu de protéines en poudre. Donc ça nécessite énormément d'entraînement, mais ça nécessite aussi un mode de vie à côté de tout ça qui est particulier, et c'est surtout ça qui est un gros facteur de risque pour les artères du cœur en fait, que ce soit par l'augmentation de pression artérielle, par l'augmentation du cholestérol causé par certains produits, mais aussi par l'effet intrinsèque de certains compléments hormonaux, on va dire ça comme ça, qui vont abîmer les artères de façon prématurée. Et à tout ça, on peut ajouter, parce qu'il y a toujours un facteur entre guillemets chance ou plutôt malchance, un facteur génétique. Il y a certaines personnes qui vont avoir des maladies X et d'autres qui auront des maladies Y. Ça, malheureusement, notre ADN fait qu'on est tous prédisposés plus ou moins à certaines maladies. Et dans les maladies coronariennes, la génétique a quand même une place prépondérante. Si vos parents ont déjà fait des maladies coronaires, des pontages, des infarctus ou ont des stents, la probabilité que vous-même vous ayez une maladie artérielle si vous avez des facteurs de risque, elle est beaucoup plus élevée. Et donc ça, il faut quand même le rappeler, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la nature, de la même façon qu'on ne pourra pas tous avoir le gabarit, produit ou pas produit, de Triple H. Maintenant, dernier petit message, c'est quand il parle de la fin de sa carrière, je vais quand même faire un petit détail, c'est qu'il y a effectivement le défibrillateur, et ça c'est ce qu'il dit pour, on va dire, faire un message politiquement correct. C'est en gros, voilà, il faudrait pas que je me fasse choquer à la télé, c'est pas quelque chose de bien à montrer à la télé, et il a raison, parce qu'effectivement, pour avoir déjà vu des patients se faire choquer par leur défibrillateur, c'est quand même quelque chose qui peut être assez traumatisant, alors pas forcément encore que pour un cardiologue, mais pour les patients, mais surtout pour toutes les personnes qui risquent de voir ça à la télé. Mais la principale, à mon avis, la principale raison, c'est surtout que quand on a une maladie cardiaque et une maladie coronaire sévère, tout simplement, le sport de haut niveau, c'est contre-indiqué, puisque premièrement, ça lui nécessite
nécessiterait pour rester compétitif et pour continuer à catcher de maintenir un gabarit suffisant, et je pense qu'il est tout à fait conscient que voilà, son mode de vie, il va devoir le changer radicalement s'il ne veut pas refaire des infarctus. Parce que c'est pas parce qu'on a opéré ou parce qu'on a mis des stents que la maladie coronaire, en fait, l'agression des artères et la maladie artérielle ne continue pas de progresser. Et je le dis souvent aux patients, mais la principale chose en fait sur laquelle il faut agir, c'est pas les médicaments, c'est pas les stents, c'est pas les pontages, c'est le mode de vie et de diminuer les facteurs de risque. Parce que si la maladie n'est pas contrôlée par une activité physique régulière, bon lui il en a une, ça c'est pas le problème, mais une alimentation équilibrée, le maintien d'un poids qu'on va appeler correct, en tout cas vous aurez compris, toute l'hygiène de vie globale, les médicaments ne peuvent que retarder l'inévitable. Donc quand on a une maladie coronarienne et cardiaque en fait sévère, la compétition, et le catch de haut niveau c'est un sport de compétition, même si certains diront que ce n'est pas du sport, voilà, en termes de performance physique et en termes de niveau d'athlétisme qui est requis, c'est absolument un sport, je pense, comme tous les autres. Donc ça, c'est la principale raison, c'est qu'en termes de travail cardiaque, le catch n'est pas compatible avec une maladie cardiaque, mais aussi parce que, il va avoir des médicaments, notamment de l'aspirine, qui peuvent, c'est qui fluidifient le sang, et donc s'il se prend des chocs, ce qui est le cas dans le catch, ça peut saigner. Donc s'il tombe, s'il fait une chute sur le ring et qu'il se cogne la tête sous aspirine, il va saigner et il risque d'avoir en fait un hématome cérébral. Donc là aussi, tous les sports de combat sous anticoagulants ou sous fluidifiants cardiaques, c'est là aussi contre-indiqué. Donc pour toutes ces raisons, il y a le défibrillateur, mais pas que. En fait, quand on a une maladie cardiaque sévère, tout simplement, le sport de haut niveau, c'est en général terminé. Je dis en général parce qu'on peut parfois autoriser certains sports, mais ce sont des sports à faible composante physique, notamment, certains vont rire, mais les fléchettes, le golf ou des sports qui ne nécessitent pas un travail cardiaque important. Donc voilà pour cette petite vidéo d'actualité sur Triple H, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura expliqué un petit peu ce qui lui était arrivé et surtout pourquoi est-ce qu'il doit mettre fin à sa carrière, et j'espère que ça aura fait passer aussi des messages de prévention pour vous rappeler comme à chaque fois que certes le sport c'est la santé, mais le sport à haut niveau c'est pas toujours la santé, et donc il faut faire attention et surtout il faut faire de la prévention, c'est le principal facteur sur lequel on peut agir. Avant de quitter la vidéo, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, ça soutient, etc. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ledoc.pm pour des vidéos sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.